enjeux sont considérables. Il y a effectivement, il y a une urgence climatique, c'est une évidence. Il y a aussi une urgence sociale. Je dirais, on est sous une espèce de tyrannie des bons élèves et des gros malins, ou des petits malins. Et c'est vrai que l'informatique n'y est pas pour rien. La presse, etc. Je veux dire, il y a une espèce de tension sociale qui est engendrée, à mon avis, par l'urgence, toujours le besoin de polémiquer, et surtout cette espèce j'explique bien, je crois que c'est le mot qui convient, nous subissons une tyrannie des bons élèves et des petits malins. Et ça, c'est une traduction d'une espèce de société qui, depuis l'école, est toujours en compétition, toujours en tension, toujours en difficulté par rapport à ce ressourcement nécessaire qui est le sensible, le contact avec l'autre. On n'apprend que des autres, mais on n'apprend plus des autres parce qu'on est constamment contre l'autre. Ça, c'est vraiment, je crois, c'est l'urgence sociale. Maintenant, quant à l'urgence climatique et le problème de changer nos modes extractifs, des trucs destructeurs, etc. C'est une évidence. Le jour où on consent à se reposer un peu et à réfléchir ce que nous engendrons, mais c'est que de la désolation et de la destruction. C'est terrible. Donc, on a besoin d'une respiration, de s'affranchir de la tyrannie des gros malins et s'affranchir de cette espèce de boulimie extractive, financière, etc. Donc voilà, on est sous deux emprises qui sont terribles et disons qu'agir pour le vivant, tout à coup, c'est de se dire, voilà, sortons la tête de l'eau, et si on pensait qu'il y a des êtres humains, que nous sommes des êtres humains, et qu'on a besoin d'être avec les autres, et que l'échange, mais l'échange dans une espèce de sérénité. Je veux dire, ça a l'air de rien, mais être dans l'acceptation de l'autre, dans le dialogue, c'est fou, ça change tout. On a sorti Actes Sud un livre d'Hier Morin, il a publié beaucoup et partout, mais il a sorti un petit livre sur la fraternité. Et c'est vrai que quand on réfléchit à notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité, finalement, la liberté, bon, ça va de soi et ça paraît nécessaire, et il n'est pas question de discuter ça, mais la liberté est souvent entachée par l'égalité, l'égalitarisme qui peut traduire l'égalité est quelque chose de prégnant et difficile. Et donc ça contraint l'une et ça engendre l'autre. Mais tout se remet en harmonie si on a une fraternité, si l'acceptation d'être avec les autres, etc., et de discuter, de comprendre qu'il y a des points de vue alternatifs. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, voilà, il faut de la fraternité pour y arriver. Quand on a parlé pour la première fois de agir pour le vivant, ce qui m'est venu instantanément à l'esprit, c'est que la musique. Je me suis dit, la musique, c'est quelque chose de vivant, parce qu'il y a des interprètes, il y a des compositeurs, il y a des spectateurs, c'est un spectacle vivant. Puis après, on a pensé à la lecture, on s'est dit, fabuleux. La lecture aussi, c'est vivant, il y a des artistes, il y a des auteurs, etc. Et puis, on a tiré le fil de ce que nous faisions, finalement, et on s'est dit, mais c'est dingue. Au fond, nous ne faisons que vrai pour le vivant. En tout cas, on n'a pas une activité extractrice, finalement, un bout de papier avec un peu d'encre, ou un instrument de musique, etc. Une salle. C'est rien et c'est tout. Et si on réfléchissait dans une société qui pourrait être apaisée, que nous passions, que nous soyons affranchis des nécessités de se nourrir et de faire les choses essentielles. Mais c'est pas beaucoup de temps. Si on réfléchit bien, c'est pas beaucoup de temps. Et le temps est disponible. À partir de cette disponibilité, engendre le jeu culturel normal. Et chacun fait à la fois ce qu'il peut apprendre, faire avec les autres. Voilà, monter à cheval, faire de la musique. Ça paraît... Ce qui est insensé, c'est que en disant ce que je viens de dire, je me rends compte, ça paraît l'apanage des privilégiés. C'est complètement absurde. Par exemple, nous sommes sur un territoire de Arles, la plus grande commune de France, énormément de chevaux. Mais des chevaux sans prétention, les chevaux Camargue, des chevaux faciles et gentils. Tous les enfants peuvent monter à cheval. Mais vraiment, il y a suffisamment de chevaux pour faire monter tous les enfants à cheval. Nous avons fait une école, on a dit, bon, tous les enfants montent à cheval, c'est élémentaire. Mais ça pourrait être une ambition. Et pourquoi ça ne se passe pas ?
etc. On peut mettre tout à l'avenant. Il y a la mer, il y a la montagne, il y a les promenades, il y a l'herborisation partout. Vous vous rendez compte le temps que ça peut représenter? Et ce temps qui est consommé à tripoter dans son ordinateur, à constater quand vous mettez des cookies là, en permanence, que c'est difficile, qu'il faut... Non mais c'est absurdissime. On galvaude toute cette possibilité. L'école aussi, elle est prise dans une urgence. C'est-à-dire, elle a un programme, on a des enseignants, on a des lieux, des parallélépipèdes rectangles, et voilà. Et on met nos enfants là-dedans pendant combien d'années, je ne sais pas, mais c'est colossal. Et vous vous dites, voilà, quel est le miracle du parallélépipède rectangle et de la succession heure après heure des enseignants? Moi, j'aimerais qu'on m'explique comment les enfants normalement constitués peuvent supporter ça. Alors évidemment, à la longue, ils finissent par s'habituer. Mais on ne peut pas dire que ça soit un facteur de développement intellectuel, ni même des dispositions d'esprit favorables à la vie, quoi. Je veux dire, à prendre des initiatives, avoir des idées, s'enthousiasmer, chercher, etc. Voilà. Donc c'est l'école que nous avons fait, c'est exactement l'inverse. Donc effectivement, il y a quand même des salles où on peut se réunir, mais quand on se réunit, c'est qu'on a quelque chose à faire ensemble, pas pour subir un poncif aussi doué soit le prof. Au bout d'un certain temps, la tension chute, et on le voit bien aussi avec la pratique des téléphones, etc., que la capacité de concentration des enfants diminue. Donc on est en train d'altérer la puissance vitale de nos enfants. Mais on le sait, pour avoir été parent, on a bien vu s'éteindre petit à petit la petite flamme qu'on voit de tous les enfants qui naissent, qui ont un appétit de vivre et un appétit d'imitation, un goût de tout apprendre, une boulimie d'apprendre. Et puis bon, cette boulimie d'apprendre, à force de se heurter à des règles, à des nécessités qui n'en sont pas, qu'on a inventées. Voilà, donc tout ça s'éteint petit à petit. Et on voit après des enfants qui arrivent au collège, puis après au lycée, qui commencent à y aller en tirant la patte et en ne réfléchissant pas ou en étant malheureux, quoi. Je veux dire, on n'a pas... Tout est possible, sauf de rendre les enfants malheureux. Ça n'a aucun sens. On peut être malheureux parce que les circonstances de la vie sont difficiles, parce que... Il y a plein de raisons, mais si en plus on en invente, franchement, c'est pitoyable. Donc voilà. L'école doit être... le souci de l'école devrait être de développer les aptitudes et les capacités des enfants à vivre et à apprendre et à découvrir. Et c'est tout. Il faut développer les aptitudes et pas stigmatiser les inaptitudes. Tout le monde a des aptitudes et des inaptitudes. Si l'enseignant, l'école, l'environnement dans lequel on fait vivre nos enfants ne sont que pour les stigmatiser, ah oui, tu sais pas faire ça, mais non, tu sais pas faire ça, tu sais pas faire... Mais qu'est-ce que tu sais faire? Et c'est à partir de ceux qui savent faire qu'il faut les amener à faire beaucoup plus de choses. Et c'est en tirant le fil, c'est pas en le coupant. Un des mots qui me paraît le plus important pour parler de l'organisation de sa vie, de chacun, c'est la notion de local. Finalement, cette espèce de vibrionnage, si le mot peut être utilisé, autour de la planète pour aller voir ceci, cela, avec une petite intelligence de ce qu'on voit, parce qu'on n'a pas appris à voir, etc. Par contre, dans son territoire, c'est là qu'on apprend tout. Et donc cette notion, l'école devrait être fondée là-dessus, cette notion d'inclusif. Il ne faut pas décortiquer les choses. Il faut pas disséquer les choses. Il faut apprendre à vivre l'entièreté des choses. Il faut donc cette approche globale qui est totalement nécessaire et qui est dynamisante, parce que voir des détails, bon, c'est possible, mais ça doit être qu'annexe et rare. Mais quand tout est disséqué dans notre société, c'est ça qui est épouvantable. Donc, le local, c'est quoi? Il faut se nourrir, on peut produire tout ce qu'on veut. Il faut avoir une vie culturelle, mais la vie culturelle elle est engendrée par les gens, c'est facile. Et si vous voulez, là, la nécessité de la circulation des artistes, etc. Mais un artiste circule. Ce qui est important, c'est qu'il y a un public, il y a une attente, il y a une intelligence des spectacles, une intelligence des textes, une intelligence de la musique. Si ceci n'est pas accessible, à quoi ça sert de faire circuler des artistes? Et quel usage, disons, quel bénéfice en retire-t-on? On en retire un bénéfice que quand les choses sont acquises, quoi. Donc c'est pas
l'idée d'être en vase clos et de produire une culture qui s'appauvrit inexorablement à être confrontée à elle-même et ne pas aller plus loin. Encore que, on pourrait... Enfin, disons, c'est tellement stimulant aussi de découvrir autre chose. Donc, si vous voulez, la circulation est nécessaire, mais à partir d'un point. Donc, l'idée, c'est qu'au fond, il faut être chez soi, développer ses aptitudes et ses sensibilités, et après faire tourner le tout monde autour de soi. Et c'est ça qui est important, parce que si vous faites circuler un artiste, c'est un. Si vous faites circuler tout le monde pour aller voir un artiste quelque part, ben, vous imaginez l'économie, elle est absurde. Voilà, c'est ça qu'il faut inventer. Chacun va découvrir autour de soi et dans son territoire toute la richesse qu'il le connaît, qu'il a appris. S'il n'a pas appris, il peut se mettre à réfléchir, mais vous verrez que c'est très stimulant. Si on prend le pays d'Arles, par exemple, c'est fabuleux. On a tout eu, depuis Jules César jusqu'à Louis XIV, et en passant par Constantin, tout le monde est passé. Mais ne serait-ce que ces trois personnages. On peut parler aussi de Napoléon III. Enfin, je veux dire, on peut élargir tout le temps. Mais pour des enfants qui vivent quelque part, dire voilà, on a trouvé la tête de Jules César, on a eu Constantin ton fils est né à Arles avant de partir à Constantinople. Vous vous rendez compte déjà, rien que ça, on a l'impression qu'on a déjà parlé du monde entier. Quand Louis XIV vient ici, c'est quand même un truc fabuleux. Il réside ici. Il joue au jeu de pommes qui est sur la place à côté. Il va faire du golf, parce qu'il y avait un jeu qui ressemblait à ça, au bord du Rhône. On sait tout ça, il y a des chroniques. Voilà. À partir d'un local, on va à l'universel. Et on comprend ce que c'était la Fronde, etc. Donc voilà, l'école doit reposer sur une espèce d'immédiateté de ce qui est disponible autour de soi. Et du coup, ça enrichit l'univers des enfants. Ça donne envie de découvrir, de comprendre. Et voilà, c'est cette dynamique qu'il faut mettre en place. Je crois qu'on a eu pendant cette semaine que nous avons passée à réfléchir, à agir pour le vivant, on a eu des physiciens qui est intervenu et qui a parlé des vibrations. C'est-à-dire, il y a la matière et les vibrations. Et la musique, c'est vibrations. Ces vibrations, quand il y a certaines musiques qui sont... On a l'impression, en les écoutant, je ne vais pas vous donner d'exemple, parce que chacun peut chercher la sienne et chacun a des goûts spécifiques. Il y a des musiques qui sont universelles et tout le monde les aime. Mais ces musiques-là, quand on les entend, et le bonheur qu'elles engendrent, vous avez l'impression que vous gagnez du temps. Elles vous allongent la vie. Moi, j'ai des moments où je me dis, ce concert, pendant 1h30, j'ai gagné 1h30 d'existence, parce que j'ai l'impression que cette satisfaction, cette vibration qui m'a... On a parlé des arbres aussi, et des vibrations des arbres, cette circulation de vie de haut en bas, de long en large entre eux, dans la forêt, ces espèces de transformations sous les pieds, cette espèce de présence protectrice au-dessus de la tête, tout ça c'est quelque chose qui fait vivre. Voilà, donc, si vous voulez, il faut que la vie s'ouvre aux vibrations. On n'est pas simplement de la matière et de l'extractivité, et de mettre une pierre sur l'autre. Oui, ça peut être fabuleux, mais il faut de temps en temps bénéficier de ce que la nature engendre pour nous, ou le musique, ou les êtres humains, etc. Nous sommes le vivant, il faut quand même le dire. Quand on dit agir pour le vivant, ça ne veut pas dire... Et d'ailleurs, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on ajoute pour le vivant, agir pour le vivant, mais agir avec le vivant. C'est fondamental, parce que finalement, ça vous donne la règle de conduite. Si vous agissez avec le vivant, vous savez qu'au lieu de vous casser la tête à faire un travail de le labourer, d'amener du fumier, de relabourer, puis après de semer, enfin, tous ces travaux qui sont extrêmement pénibles. Si vous prenez soin de votre sol, si vous faites en sorte qu'il y ait un engrais vert tranquillement, vous évitez que le sol soit découvert, voilà, la nature fait le boulot. Donc agir avec le vivant, c'est au fond être très paresseux. C'est simplement par l'intelligence. C'est ça le problème, c'est qu'à vouloir être un bon élève, on est un bon élève soit par rapport à ce qui est important, c'est-à-dire la nature, ou on était bon élève par rapport à ce qui n'a aucun intérêt, c'est-à-dire les règlements, la règle et le carcan dans lequel on nous fait vivre. Donc il faut être intelligent, mais il ne faut pas être bon élève.
on se reconnecte quand on prend le temps de regarder quand même. Par exemple, vous allez à Volpellière. Si vous arrivez, vous allez voir au fond un territoire plat, en cette saison à certains endroits secs, et vous dites, bon, ça n'a pas cette espèce de spontanéité de sauter aux yeux comme la montagne ou la forêt, etc. C'est prégnant, on est dans un lieu. Mais si tout à coup vous baissez, vous marchez, tout à coup vous marchez sur des cailloux, vous voyez qu'il y a un sol, puis en vous déplaçant, tout à coup vous trouvez un autre sol qui est argileux, qui est profond, on sentez que ce n'est pas la même résistance sous les pieds. C'est déjà énorme. On se rend compte que là on est dans un lieu qui joint deux territoires. Et c'est vrai, bon, c'est la première chose. Ces deux territoires sont un côté argileux, un côté filtrant. L'eau qui est dessous, quand elle est sous la partie filtrante, bute sur des alluvions du Rhône qui sont argileux. À ce moment-là, il y a des sources. Ce n'est pas vraiment des sources, c'est une permanence de remontée de l'eau qui a besoin de s'écouler. Donc on a un peu d'eau qui coule. Puis donc, on trouve des zones vertes. Donc on se rend compte qu'il y a des zones sèches et des zones vertes. C'est déjà énorme. Mais puis à l'horizon, vous voyez des arbres. Puis il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits. Et puis vous voyez des bâtiments, vous voyez. Et voilà, tout à coup, le paysage se développe. Et puis dans une prairie, vous voyez des chevaux blancs, ça se voit bien. Donc on les repère, etc. Donc le territoire s'enrichit, et de cette découverte, voilà, vous avez du bonheur. Et le bonheur, il peut venir que de ça. Si vous regardez plus, il y a des plantes qui sont spécifiques, là, avec Thierry Thévenin, on parlait d'artémisia et des soins par rapport au paludisme. Et il me dit, tiens, regarde, une artémisia. L'artémisia est une plante qui pousse partout, au bord du Rhône, sur les quais, et elle est interdite à la vente. C'est monstrueux. Pourquoi elle est interdite à la vente? Parce que des laboratoires ont découvert que l'artémisine, c'est-à-dire une extraction de cette plante, pouvait aider à soigner. Mais par quoi? Par des médicaments. Qui c'est qui produit des médicaments? C'est des laboratoires. Est-ce qu'on vous en fait cadeau? Pas du tout. Ça se vend. Mais comme on veut vendre, sous prétexte de santé publique, on dit qu'il ne faut pas troubler l'effet de l'artémisine par l'usage abusif de l'artémisia. Sauf que l'artémisia guérit le paludisme, alors que l'artémisine ne fait que éliminer les symptômes de fièvre, etc. Donc, les gens qui sont traités par l'artémisine continuent à être porteurs de paludisme. Quand ils sont piqués et que quelqu'un d'autre est piqué après eux, ben, il devient porteur du paludisme. Voilà, c'est cette espèce de... Bon, qu'est-ce que c'est ces histoires-là? C'est terrible, voilà. Donc, si vous voulez, la promenade dans la campagne, vous faites découvrir une infinité de choses, vous tirez tous les fils. Donc, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont des repères, des ressources. Bon, par exemple, Thierry Thévenin, c'est un botaniste, c'est quelqu'un qui sait, qui voit. Donc si des enfants sont confrontés à ces gens qui sont des richesses potentielles, ben, ils se développent. Et c'est pour ça, si vous voulez, Françoise Nyssen, on a eu le courage de créer une école, ce qui nous en a donné, disons, je dirais, la capacité, je dirais, ou suffisamment de confiance. C'est de se dire, voilà, il y a cet univers qui est les auteurs d'Actes Sud, que nous avons rencontrés, que nous avons édités, que nous avons choisi de vivre un peu avec eux, qui sont une telle richesse que c'est trop bête. On a tout sous la main. Les lieux, les gens et le désir. Plutôt qu'il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. On peut déjà désapprendre, disons, ne pas apprendre à ne pas regarder. C'est ça le problème. Franchement, il faut avoir eu des petits-enfants ou des enfants se rendre compte de cette appétence de la découverte. Ils passent leur temps à nous imiter. Ils n'observent que nous. Et voilà. Donc, si vous voulez, effectivement, on ne peut qu'apprendre. On peut apprendre, mais il faut surtout ne pas désapprendre. Quand on exerce le regard, quand on exerce la découverte, et qu'on trouve, parce qu'on n'est pas gêné par « attention, ça va te faire mal, tu vas te piquer, tu vas te salir, laisse ça, c'est pas le moment ». Voilà, il y a toujours une cause qui fait que tout à coup, on resserre le carcan sur ces pauvres enfants. Mais laissons-les. Et donc, mais par contre, si tout à coup, on les aide à découvrir quelque chose qu'ils n'ont pas vu, c'est l'enthousiasme, le bonheur. C'est cette disposition d'esprit
qui est une fraternité entre les générations. C'est ça qu'il faut avoir vu. Il ne faut pas être obsédé par « je vais être un pédagogue, je vais lui apprendre ». Pas besoin de nous pour faire leur apprentissage, il faut les laisser faire. Bon, moi, j'en ai plein, évidemment. Et donc, c'est toujours injuste. Mais il y en a un auquel je pense parce qu'il devait venir à ces rencontres et il ne peut pas venir parce qu'il est malade. Et je pense qu'il viendra l'année prochaine. C'est Pierre Liotagui. Pierre Liotagui est un ethnobotaniste. Donc, ces personnages qui sont capables de lire la lecture en se promenant dans la nature. Il n'y a pas besoin de livre. Vous le prenez avec vous et puis il vous raconte tout. Il vous raconte même l'histoire, parce que l'ethnobotanique, c'est aussi l'histoire des sols. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Parce que les plantes qui poussent sont une lecture de ce qui s'est passé antérieurement. Si vous avez fait des gros bouleversements avec un tracteur, etc., il s'en souvient, le sol. Si vous avez mis des pesticides, il s'en souvient. Si vous avez fait des cultures différentes et variées, il se souvient. Donc cette espèce de bibliothèque de graines, de bibliothèque de potentiel est là. Et un homme comme Pierre Liotagui, c'est quelqu'un qui est capable de lire ça. Et en même temps, c'est un personnage fascinant parce que il a écrit un livre, La surexplication du monde. C'est au fond ce que je disais au début. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais comment quelqu'un qui est tellement ouvert sur la connaissance végétale, géographique, enfin, je veux dire, il a une intelligence du territoire. J'ai été stupéfait qu'il soit capable de faire un livre sur la surexplication du monde, cette espèce d'embouteillage dans lequel nous sommes compressés et qui fait qu'on ne comprend plus rien. Voilà. Donc Pierre Liotagui, c'est vraiment un personnage, il faut le dire. Et pour moi, il a écrit un bouquin qui s'appelait Arbre, arbuste et arbrisseau. Quand j'ai découvert ça, je suis resté stupéfait. Je veux dire, on peut découvrir les arbres, mais on peut aussi découvrir les arbres à travers une écriture et une disposition d'esprit qui permet d'y accéder en profondeur. Francis Allais aussi, c'est les deux, enfin disons, voilà, le fil est énorme, il y a beaucoup de monde, mais si vous voulez, ils sont singuliers et il faut en bénéficier avec quelques ouvertures d'esprit, quelques dispositions et voilà, pensez à eux. Si on pense à eux, c'est vraiment ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la générosité des gens est immense. Un type comme Pierre Liotagui, Francis Allais, etc. Mais ils ne demandent qu'à partager leur savoir. Le drame, c'est qu'il y a des gens qui ont perdu leur appétence, quoi.